Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Et aujourd'hui, c'est un épisode sur le hack de voir dans le futur. Alors je sais que comme ça fait un peu psychopété, ça fait un peu particulier, mais vous allez voir, c'est très pratique et ça fonctionne bien. Et j'utilise cette méthode depuis franchement très longtemps et ça m'a permis d'avoir énormément de résultats. Alors comment j'en suis arrivé là, à vous faire un épisode sur le hack de voir dans le futur. C'est en regardant une vidéo, je suis tombé sur une vidéo, sur un short, je crois sur Instagram ou sur YouTube, de The Great Review. The Great Review, pour ceux qui ne savent pas, c'est un gars qui s'appelle Augustin Elliott et il fait des vidéos en storytelling principalement sur des jeux vidéo où il raconte des histoires sur des jeux vidéo et des cas particuliers. Et c'est hyper intéressant. Je trouve qu'il a un talent véritablement pour l'écriture que j'aimerais bien avoir. Et c'est assez geek, donc assez jeux vidéo. Alors pour ceux qui ne le savent pas, moi à la base je suis un très gros geek, donc je développais mes premiers sites quand j'avais 10 ans, à l'époque où Internet commençait avec des 56K. Et après je suis passé, j'ai beaucoup joué à des jeux vidéo, dont Counter-Strike, où je suis tombé dedans et mon père m'a dit « Mais Victor, imagine si tu passais autant de temps à faire des maths que Counter-Strike, t'imagines le niveau que tu aurais ». J'avais un petit niveau sur Counter-Strike, mais pas énorme non plus. Je n'ai pas réussi à vraiment tout performer. Bon, j'ai quand même gagné des petites compètes et des petits trucs, mais je n'étais pas forcément exceptionnel. Et après, j'ai continué les jeux vidéo en découvrant. Donc, j'ai arrêté. J'ai eu un trou de jeux vidéo pendant la prépa et j'ai recommencé après. Alors, j'ai un peu joué d'ailleurs en prépa. D'ailleurs, ça m'a valu pas mal de problèmes la première année. D'ailleurs, mais après, j'ai arrêté totalement pour pouvoir avancer et progresser parce que qu'est-ce que ça aspire comme temps et comme énergie. Et j'ai fini par redécouvrir League of Legends une fois que j'étais en école d'ingénieur. Et ça fait, je joue de temps en temps. Alors j'ai redésinstallé le jeu, mais généralement quand je joue, si vous me voyez jouer à League of Legends, c'est que je suis au bout de ma vie, que j'ai besoin de faire un break. Ce qui arrive et ce qui est normal pour tout le monde. Il y a des moments où on a besoin de faire des breaks et on a besoin de se ressourcer, en tout cas de faire des activités qui nous emmènent autre part. Bref, je continue à regarder encore une fois des jeux vidéo sur YouTube, ça me détend. Je mets des mecs qui jouent à des jeux vidéo et je les regarde jouer sur YouTube. Et franchement, ça me détend, ça me permet de m'endormir de temps en temps quand je suis un peu trop dans des projets, etc. Bref, ce très cher The Great Review, donc je vous encourage à regarder ce qu'il fait. Je pense que vous connaissez si vous aimez un peu les jeux vidéo. Il a fait justement une vidéo, un short, où en fait on voit filmer de l'extérieur un joueur qui joue justement à Counter-Strike. Donc vous devez tuer des ennemis, vous avez des armes, vous devez grosso modo tuer. Vous êtes terroriste et vous devez tuer des contre-terroristes. Et en fait, dans cette petite vidéo que je vous mets en commentaire, on voit cette personne simplement se mettre à tirer comme ça dans le vide et on ne comprend pas ce qu'il fait et c'est totalement illogique. Alors qu'en réalité, quand on regarde l'écran de cette personne, elle voit totalement autre chose. C'est-à-dire qu'elle est en train de marcher sur la carte, puis elle voit quelqu'un, elle lui tire dessus pour le tuer, et là, pouf, elle se retransporte à un autre endroit de la carte où en fait, elle se dit « Mais merde, qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas avancé. » Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette personne a connu un lag. Un lag, c'est quoi ? C'est-à-dire que l'ordinateur, comment ça marche quand vous jouez dans un jeu vidéo ? Il y a à chaque instant, vous avez un serveur qui va envoyer des informations à votre ordinateur, et dans ces informations, il va y avoir où vous êtes et où sont les ennemis. Et en fait, quand vous laguez beaucoup, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez en fait les informations entre votre ordinateur et le serveur qui sont coupées. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vivre dans un instant qui n'existe plus avec les données d'il y a quelques temps. Donc par exemple, imaginez vous êtes sur une carte, il y a quelqu'un qui est derrière un mur. Vous avez l'information comme quoi maintenant il est derrière un mur. Là, la connexion est coupée avec le serveur. Du coup, vous allez pouvoir marcher sur la carte et aller voir qui est derrière le mur et le voir en face de vous. Sauf que là, dès que la connexion se remet, vous allez retourner à votre endroit d'avant parce que l'ordinateur, le serveur ne comprend pas que vous avez avancé. Et en fait, vous allez vous remettre à cet endroit-là et en fait vous dire attends, mais peut-être que la personne était peut-être derrière le mur, vous allez y aller, peut-être qu'elle y sera ou pas, mais en tout cas, elle y était à un moment. C'est aussi une technique de piratage pour ceux qui ont fait ça. Alors j'espère que c'est clair, vous me direz si c'est clair. Et en fait, ce que ça permet, c'est simplement indirectement de voir le futur. Si vous utilisez ces lags de réalité,
vous allez pouvoir déjà voir ce qu'il y a dans le futur. Par exemple, cette histoire de lag, donc cette personne-là, elle peut potentiellement savoir que quelqu'un est derrière le mur et relaguer, revenir en arrière, et puis là, se préparer pour tuer la personne qui est derrière le mur. Et en fait, dans la vie, il y a une technique qui marche très bien pour faire le hack de voir dans le futur. Et en fait, cette technique, alors je pense que vous l'avez déjà utilisée. En tout cas, si vous ne l'utilisez pas, je vous encourage à l'utiliser. Ça s'appelle la visualisation. La visualisation, c'est de réussir, avant de vivre une situation, à vivre différents scénarios et de trouver des réponses aux scénarios que vous allez pouvoir vivre. Alors, moi, je l'ai fait à de multiples reprises et c'est ce que je fais aussi dans certains cas quand je fais des projets, que ce soit des projets immobiliers, des projets de reprise de boîte, des projets de négociation, etc. Comment ça fonctionne ? Disons que vous avez envie de négocier une augmentation avec votre boss. Et là, vous vous dites, OK, vous allez vous asseoir et vous allez vous dire, OK, disons que demain, je vais voir mon boss, demain à 10h. Je vais le voir et je lui dis bonjour Benoît, il s'appelle Benoît. Salut Benoît, comment ça va ? Super. Je voulais te parler, je voulais savoir si là j'ai eu pas mal d'objectifs qui ont été atteints. Est-ce que tu as envisagé qu'il y ait une augmentation ou quelque chose comme ça ? Bon bref, vous avez plusieurs façons de demander une augmentation à la personne en fonction de votre style, en fonction de la personne d'en face. Et en fait, intellectuellement, vous allez être en capacité finalement de tester des scénarios. Donc là, par exemple, ne serait-ce que l'introduction, ne serait-ce de se dire, bon voilà, je vais voir Benoît demain à 10h. Je vais lui parler de telle façon, et après vous allez pouvoir vous dire est-ce que c'est la bonne chose, et vous allez penser à qu'est-ce que va vous dire Benoît en face. Et là peut-être vous allez dire ok, Benoît en face il va me dire écoute maintenant c'est pas le bon moment parce que on en reparle plus tard. Et en fait vous allez pouvoir vous dire ah ouais en fait de parler à Benoît demain à 10h, en fait c'est peut-être pas le bon moment parce que c'est pas comme ça que je devrais prévoir un entretien. En fait il faudrait que je lui propose de prendre un café, il faudrait que je bloque plutôt là demain 10h, disons que c'est lundi à 10h du matin, c'est pas le bon moment, il y a des réunions. Il faudrait peut-être que je lui demande s'il est dispo pour que, je sais pas, on aille déjeuner jeudi ensemble à midi, etc. Et en fait, vous allez pouvoir du coup travailler plein de scénarios en parallèle. Et en travaillant tous ces scénarios en parallèle, vous allez non seulement pouvoir choisir quel scénario, comme des simulations en IA, quel est le scénario qui est le mieux pour vous, selon vous, avec les informations que vous possédez. Vous allez aussi pouvoir challenger des scénarios, non seulement avec votre propre vision de ce que va être le futur, mais aussi vous allez pouvoir challenger votre scénario avec d'autres personnes qui sont autour de vous en disant tiens, moi j'aimerais bien échanger avec Benoît pour avoir une augmentation, aller dans tel scénario et faire ça, qu'est-ce que tu en penses ? Et du coup, ça va vous préparer en fait, ça va vous préparer d'être en faculté de savoir répondre dans une situation. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez préparé ça, vous allez avoir Benoît qui va vous faire peut-être des objections, qui va vous dire écoute, oui, j'ai pensé aux augmentations, mais c'est quoi ta performance ? Et là, vous allez dire, OK, en fait, il faut que je justifie ma performance. Donc, il faut que j'ai les informations, il faut que je prépare le dossier, il faut que je prépare ça. Voilà ce qu'il risque de me dire. Voilà, si Benoît, demain, me dit qu'il n'y aura pas d'augmentation, si on me dit qu'il n'y a pas d'augmentation, il ne faut peut-être pas que je reste dans cette boîte-là. Et je peux gamble de lui dire, écoute, s'il n'y a pas d'augmentation, j'ai des postes qui sont à côté. Tu sais, j'ai besoin de progresser, donc on me propose ça à côté. Je ne veux pas mettre la pression, mais c'est juste qu'à un moment, tu vois, il va falloir que je choisisse. Moi, je suis très bien avec toi, mais est-ce que c'est possible de faire un petit effort ? S'il n'y a pas de petit effort ici, je ne me sentirai pas reconnu, etc. Bref, vous allez être en capacité d'avancer, de progresser et de traiter pas mal de scénarios pour savoir ce qui va se passer. Alors attention, cette technique de visualisation vous permet finalement de prévoir le futur ou de prévoir statistiquement un certain futur. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Ça fonctionne en arborescence et vous pouvez aller assez loin en degrés d'arborescence en profondeur, c'est-à-dire de faire le scénario où vous discutez avec Benoît demain à 10h. Vous avez un deuxième scénario où vous discutez avec Benoît demain à 11h ou un autre vendredi à 14h. Bref, vous avez vos premiers scénarios de base et puis après, vous pouvez découper. Donc, l'angle d'attaque, je commence à parler à Benoît demain de telle façon, de telle chose, etc. Et en fait, plus vous allez découper, plus vous allez faire une arborescence et des cas différents, plus ça va prendre de la charge mentale. Donc, la charge mentale, c'est-à-dire une complexité de gestion, et plus vous allez aller en profondeur sur une branche. Donc, par exemple, demain, 10h, Benoît, commencer à lui parler comme ça de l'augmentation directe et commencer à lui montrer les chiffres que j'ai eu sur tel projet et après lui expliquer que j'ai des offres d'emploi, etc. Toute cette arboration de descente, en fait, d'éléments supplémentaires, ça va être des probabilités supplémentaires, une complexification de la réalité que vous allez pouvoir voir. C'est-à-dire, plus vous allez vous enfoncer, plus en fait vous êtes dans un sous-cas de réalité, plus ça risque d'être compliqué intellectuellement de le maîtriser et en plus de tomber sur la probabilité où les choses vont réellement s'effectuer. Et ce qu'il faut retenir là-dessus, je vous encourage quand même à pousser l'exercice, au moins de le faire une fois et d'aller très très loin dans l'exercice et de faire une énorme arborescence. Franchement, c'est fantastique.
Par contre, attention, quand vous commencez à faire ça, ce qui risque de se passer à un moment, et d'où les processus et d'où en fait le fait de ne pas le faire assez souvent, de ne pas le faire trop souvent. Quand vous commencez, donc on a inventé l'écriture et le dessin principalement pour pouvoir se décharger mentalement et pouvoir garder un certain nombre d'informations dans le temps. D'où ça vient tout ça? Ça vient de quand on plantait en fait qu'on avait des récoltes. Avant, la mémoire des plus anciens était meilleure que la nôtre aujourd'hui avec tout ce qui se passe et le nombre d'informations qu'on a, mais c'était très intéressant de savoir finalement d'année en année combien on avait de récoltes de blé et aussi de se souvenir les années où il y a des grosses sécheresses, où il y avait des gros hivers bien froids, combien en fait les récoltes n'étaient pas bonnes. Et dès qu'on a commencé à noter dans l'argile, on a pu garder des traces et on a pu devenir beaucoup plus intelligent ou du moins beaucoup mieux interpréter les éléments pour l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'avant, on n'était pas trop sûr des informations qu'on avait. Et plus on a été sûr des informations qu'on avait et c'était noté, du coup on pouvait s'en rappeler, au lieu de se dire « Ah ouais, mais peut-être il y a 2 ans, il y avait une sécheresse, mais en fait non, c'était il y a 10 ans l'autre, et puis on ne sait pas, puis on ne savait pas exactement combien de blé on avait perdu, etc. » Enfin, c'est un peu galère. Dès qu'on note pas, c'est galère. C'est pour ça qu'il faut vraiment, d'ailleurs je vous encourage à tout noter. Et d'ailleurs, quand on fait ce système d'arborescence, si vous essayez de tout faire intellectuellement sans prendre de notes et sans faire des schémas, vous allez vous perdre très très vite. Alors pour les plus smart d'entre vous, vous allez pouvoir peut-être faire une arborescence à 10 scénarios différents, puis 10 scénarios supplémentaires, puis après vous êtes en puissance du nombre de scénarios, donc ça devient un enfer. Donc il y a un moment où vous allez être forcément limité. Par contre, si vous notez les éléments avec les scénarios, avec des explications assez fortes, vous allez pouvoir traiter un nombre de différents scénarios assez exponentiel. Et en vous entraînant à ça, le Benoît qui va être en face de vous, vous allez arriver avec une négociation qui est largement plus mûrie. Une autre problématique que vous avez quand vous êtes habitué à faire ça, c'est les bugs de charge mentale. Alors, ça, je ne sais pas si ça vous arrive, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous arrive, sur YouTube, pour ceux qui sont sur YouTube, ou à m'envoyer des messages. En fait, il y a un moment, mon cerveau, si vous voulez, il explose. C'est-à-dire, quand les personnes vont me poser une question, c'est terrible. En fait, j'ai ça depuis vraiment longtemps. Par exemple, quelqu'un vient me voir et me dit « Victor, est-ce que je peux, je sais pas, on est sur un chantier et on me dit tiens, je vais acheter, au lieu de mettre ce carrelage-là, il était en rupture de stock. Enfin, on m'appelle en urgence, au lieu de mettre les carreaux, je sais pas, 20 x 20 en gris que j'ai sélectionné ou en un modèle que j'ai sélectionné, que je réutilise tout le temps, en fait, ils sont en rupture de stock chez Leroy Merlin. Du coup, il n'y a que des 30 par 20 de telle couleur. Et là, on m'appelle et on me demande par téléphone, mon ouvrier me dit « Écoute, Victor, est-ce que je peux prendre ça, etc. » Et alors là, mon processus de charge mentale s'active, enfin de processus de traitement, et en fait, je suis en train de lancer tous les cas, mais ce que vous faites aussi automatiquement, bon ok, on va changer de carrelage, donc la superficie, donc le prix, donc le design, qu'est-ce que ça va impliquer sur l'ensemble, qu'est-ce qui se passe si ces carreaux sont à quel prix, est-ce qu'ils sont bien challengés sur le prix. Et en fait, on va rentrer dans tout un processus de validation qui risque en fait de vous faire burner mentalement. Et là, du coup, vous allez comprendre l'utilité des process. Parce qu'en fait, ce qui est en train de se faire, c'est que vous allez à la volée et malheureusement pour certains d'entre vous, plus vous êtes en faculté intellectuelle, donc en fait, votre cerveau, il marche un peu, enfin moi, comment je le vois, ça marche un peu comme un ordinateur. Vous avez votre RAM ou vous avez votre carte graphique qui vous permet de traiter finalement des informations à la volée, mais vraiment des informations fast à la volée qui reposent sur des informations que vous chargez d'un disque dur, quoi. Votre disque dur, c'est votre mémoire et vous êtes en faculté de traiter les informations à la donnée pour les interpréter. La problématique, c'est que vous avez un truc, alors potentiellement d'overflow, où vous pouvez du moins faire planter votre traitement dès que vous commencez à la volée à créer votre processus de traitement plus à l'interpréter. Et en fait, ce que vous faites, quand vous allez, pour ceux qui ont une capacité intellectuelle à maîtriser un peu les choses, ou du moins à une facilité, on va dire, intellectuelle, ils vont en même temps ne pas se reposer sur des processus écrits, refaire tout en remobilisant des mémoires qui vont leur permettre de repenser à tous les éléments et les sous-cas à traiter, les sous-cas à valider, et en même temps les interpréter par rapport à la situation, tout en faisant ça assez rapidement pour donner une réponse rapide dans un instant donné concret. Et ça, je vous avoue que c'est le truc qui vous fait burner à chaque fois. Et quelle est ma réaction là-dessus ? En fait, alors je ne sais pas, peut-être qu'on a déjà échangé ensemble, c'est quand quelqu'un me pose une question, et en fait, quand mon cerveau se rend compte de l'ampleur du traitement, je finis par dire c'est compliqué.
Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, je finis par dire, OK, c'est compliqué. Puis à un moment, je finis par me dire, je ne suis pas en capacité de... Donc il faut valoriser en fait, le temps de traitement par rapport à l'urgence de l'événement. Et je valorise le risque finalement que j'ai de prendre une décision sans avoir une quantité d'informations suffisante et en prenant un certain nombre de risques. Et en fait, au bout d'un moment, ce qui se passe, et surtout pour des personnes qui sont... je pense que Bernard Arnault en avait parlé, il faudrait que je retrouve sa citation, c'est en fait d'être un leader ou de réussir à faire du business et de réussir à prendre des décisions rapidement sur des éléments qui ne sont pas complets. Et vous, ce serait exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai fait une erreur. Là, j'ai refait un chantier dans une de mes colocs à Paris. Et là, j'ai demandé à mon ouvrier alors que je travaille avec lui depuis longtemps, je lui ai dit, écoute, je lui ai demandé en fait de modifier le positionnement de la machine à laver qui était dans la salle de bain. Et dans la salle de bain, j'ai mis un dryer, un sèche-linge. Et je lui ai demandé de faire les choses. Et en fait, si j'avais bien noté mon processus de travail avec lui, je sais qu'il y a un risque avec lui que il ne teste pas la machine à laver une fois qu'il l'a installée. Pourquoi ? Parce que j'ai eu plusieurs fois le problème avec lui et à chaque fois, ça m'énerve au plus haut point. C'est comme si vous étiez en train de programmer un logiciel. Ok, on programme un logiciel, mais on ne teste pas le logiciel avant de partir et on dit, bah voilà, c'est fait, vous rentrez chez vous et dès que moi j'appuie pour tester le logiciel, ça plante. Ou que vous m'envoyez, un fichier qui n'est pas complet, enfin bref. Et lui, bien sûr, quand ça a été testé par les locataires le soir même, ça n'a pas manqué. Il y a eu un dégât des eaux parce que le tuyau n'a pas été bien mis par son artisan à lui. Et du coup, j'ai eu de la flotte partout. Et j'ai mes locataires paniqués qui m'ont envoyé un message. Oh là là, parce que bon, elles ne sont pas habituées à avoir un truc qui fuit, je peux le comprendre, etc. Et du coup, qu'est-ce qui manque ? Dans ce cas-là, en fait, la mobilisation pour moi de l'information... J'ai oublié simplement qu'il n'allait pas le faire et qu'il n'allait pas vérifier. Ce qui m'aurait manqué, c'est d'avoir le processus de validation avec lui pour éviter de me reposer sur une charge intellectuelle trop forte où je mets une exigence pour me rappeler de chacun des éléments et après, j'ai des événements de déception. Donc là, le besoin, c'est de faire un document processé. C'est pas forcément là où je suis le meilleur, mais où je me dis, OK, quand je demande quelque chose à Yohan en installation, c'est Yohan en l'occurrence, j'ai lui demandé de vérifier que le truc est bien testé. Et je suis en capacité de lui envoyer ça par message sur WhatsApp, qu'on lui dit que sur WhatsApp, comme quoi je lui demande, écoute, est-ce que tu peux bien revérifier que la machine à laver est fonctionnelle ? Surtout autre chose, je vous rappelle, quand vous échangez avec des êtres humains, la problématique qu'on a, c'est de réussir à gérer l'humain. Donc gérer l'humain, c'est de gérer la sensation que les personnes ont par rapport à qui elles sont, leurs peurs, leurs craintes, etc. Et il y a beaucoup de choses dans le bâtiment, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre trop l'accent sur des choses négatives, sinon ça va créer plus de négatifs qu'autre chose. Et pareil avec vos locataires. Là, j'ai un sujet sur un frigo où il y a plein de glaces que j'ai achetées il n'y a pas longtemps. Je pense à plus de 90% que c'est la faute des locataires et c'est compliqué de faire passer un message sans qu'elles le prennent trop mal, etc., etc. Bref, il y a ces enjeux-là. En tout cas, pour revenir dessus, il y a un véritable hack pour voir le futur qui est de se projeter dans ces situations, de se projeter dans les situations futures. Vous pouvez faire exactement la même chose. Et d'ailleurs, on fait de la visualisation et potentiellement de l'ancrage aussi. Donc ça, c'est une technique, je crois, soit de PNL, soit de programmation neurolinguistique. C'est en développement personnel. Mais en fait, vous avez la technique d'utiliser la même chose pour vous projeter dans l'avenir par rapport à des types d'investissements ou des types de vie que vous allez avoir. Et c'est un gros truc FIRE que je faisais à un moment et peut-être qu'on le refera. C'est qu'à un moment, quand vous lancez un peu dans FIRE, donc FIRE, c'est juste vous donner des outils en gros pour avoir de l'argent et vivre tous les mois. Et après, pour pouvoir vivre grosso modo tout ce que vous voulez. Mais le vrai truc, c'est de savoir ce que vous voulez dans votre vie. C'est hyper dur de savoir ce qu'on veut dans la vie. En réalité, c'est très très dur de savoir ce qu'on veut parce qu'on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est, par exemple... pareil, quand on nous demande de choisir notre boulot au début, être médecin, on ne sait pas ce que c'est. Et puis paf, on se retrouve à faire 7 ans de médecine pour après se retrouver chirurgien, voire 10 ans. Et là, on se dit qu'en fait, découper des gars, ce n'est pas notre truc. Donc, c'est très compliqué de se projeter là-dedans. Et vous, c'est pareil. C'est là aujourd'hui, peut-être que vous habitez à Paris, vous avez peut-être habité un peu à l'étranger quand vous étiez étudiant. Mais peut-être que ce que vous voulez réellement, c'est habiter à côté de la plage, faire du surf ou du moins, je sais pas, faire autre chose. Ou c'est juste rester à Paris, habiter avec vos enfants, etc. En fait, c'est très compliqué de se projeter sur des trucs qu'on ne voit pas. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même de retravailler du coup cette arborescence sur concrètement ce que vous voulez à terme et comment vous vous sentez. Alors,
Le faire tout seul, ça dépend comment vous êtes et à quel point vous êtes en capacité d'avoir du recul par rapport à vos émotions. Moi, indirectement, c'est assez dur pour moi de transcrire, de me projeter dans mon émotionnel. Donc ça, je le sais. Donc par exemple, si demain, là, d'un point de vue concret, si je vois quelqu'un qui tape un autre gars en face de moi, je me dis, bon, il y a quelqu'un qui tape un mec en face de moi. Alors que si demain, je suis réellement dans la situation où je vois quelqu'un qui tape en face de moi, je risque d'être impacté émotionnellement. Je me dis, putain, je vais voir un truc très violent, ça va me choquer, ça va me marquer, et je vais le sentir émotionnellement. Sauf que là, aujourd'hui, quand je me le dis, je vais pas réussir à me projeter émotionnellement. Et en fait, il y en a beaucoup de personnes qui arrivent, vous voyez en fait dans les personnes qui ont ce type d'empathie, quand vous leur dites, bah voilà, imagine, il y a quelqu'un qui tape quelqu'un en face de toi, il tombe par terre, et il y a du sang. Et ben vous allez voir des personnes, tout de suite, elles vont se sentir émotionnellement, elles vont être dans cette capacité de se projeter émotionnellement. Donc ces personnes qui sont en capacité de se projeter émotionnellement comme ça, alors c'est du positif et du négatif comme d'habitude, mais en tout cas ça leur permet de faire un énorme travail de visualisation, donc de hack, de voir le futur, sur qu'est-ce qui se passe s'ils ont des investissements, que ça tourne et que ça marche bien, qu'est-ce qui se passe s'ils ont trois appartements qui tournent, et ça leur permet de creuser plein de choses par rapport à elles-mêmes, etc., même de travailler sur des peurs en se disant, ah ouais, mais attends, si j'ai 3 appartements, c'est-à-dire que j'ai 3 locataires, donc je me sens mal, je sens de la pression. Donc en fait, on voit ce qu'on peut travailler ensemble pour pouvoir avancer sur ces investissements, où ces personnes peuvent se dire, aujourd'hui, j'ai tel truc qui va me bloquer sur les investissements, faut peut-être que j'ai plus confiance en moi, faut peut-être que j'identifie ça, parce que c'est des éléments qui me bloquent pour passer à l'action. Et les personnes qui sont plus comme moi, attention, parce que c'est beaucoup plus dur finalement d'avoir ce hack. Alors généralement, les personnes, je pense, qui sont plus comme moi sont peut-être plus intellectuelles, froids en termes de se projeter, donc on va avoir peut-être une logique un peu plus poussée. Mais la problématique, c'est on sera en grosse difficulté pour identifier notre émotionnel à l'avenir. Il reste des techniques qui nous permettent d'aller là-dedans, donc ça reste sur de la méditation, peut-être de se faire accompagner par des personnes, et ça va être vraiment de la méditation plus dure, voire de l'hypnose, qui vont nous permettre finalement, on ne va pas forcément ressentir les émotions, on sera en capacité de plus les voir et de les traduire verbalement. Et ça, sous des méthodes effectivement de méditation. Donc simplement d'être allongé, de faire des exercices de respiration et de se projeter, de prendre le temps pour des personnes comme moi. En tout cas, moi je sais que ça peut fonctionner plus sur moi. Donc je pense que sur ce podcast, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont... je pense un peu plus comme moi, parce que si vous êtes là, vous pensez peut-être un peu plus comme moi, donc beaucoup plus dans l'intellect sans avoir de vraie connexion émotionnelle sur l'avenir. Donc en tout cas, n'hésitez pas à faire ces exercices de méditation, ça peut être pas mal, de prendre un coach avec qui le faire, etc. Parce que moi, par exemple, le faire tout seul, c'est très dur, mais avec un coach, ça peut bien marcher. Et sur les personnes qui ont cette chance d'avoir de l'émotionnel très connecté, n'oubliez pas aussi de bien identifier cet émotionnel et de comprendre les sources de vos émotions. Parce que tout ça est lié de l'émotion, c'est juste un signal que vous envoie votre corps. Et vous, ça vous permet, après, il faut remonter à la source de l'émotion, c'est-à-dire accepter l'émotion et comprendre d'où ça vient, comprendre pourquoi vous avez cette réaction, pourquoi à des moments, vous avez une réaction de tristesse, pourquoi à un moment, vous avez une réaction d'énervement, de joie, etc. Comprendre d'où ça vient et qu'est-ce que ça touche chez vous pour pouvoir avancer. Et ça peut vous aider à comprendre aussi pourquoi vous avez des choses que vous ne faites pas. Pourquoi, par exemple, aujourd'hui, vous n'accélérez pas sur les invests, pourquoi aujourd'hui, vous n'avez pas demandé une augmentation, etc., etc. Voilà, je voulais faire ce petit épisode sur le hack de voir le futur. Si vous avez déjà eu des expériences, que vous utilisez cette méthode, n'hésitez pas à me donner ça par message sur Insta ou sur LinkedIn ou pourquoi pas dans les messages sur YouTube. Et je vous dis à très vite, à demain pour un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.